23h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le directeur régional du PAM ont signé ce vendredi un mémorandum portant création d'un centre d'excellence contre la faim pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il sera basé ici même à Abidjan. Les enjeux de la mesure d'audience dans l'espace UEMOA et en Guinée, thème d'un colloque international organisé par la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. La rencontre a réuni pendant 2 jours plusieurs experts du monde de l'audiovisuel. Le prix Nobel de la paix 2018 attribué à Denis Mukwege, gynécologue congolais, et Nadia Mourad, militante irakienne. Leurs actions contre les crimes de guerre et autres violences sexuelles leur auront valu cette distinction. Bienvenue dans le journal de la dernière heure. Je vous le disais tantôt, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le directeur régional du PAM ont signé ce vendredi un mémorandum portant création d'un centre d'excellence contre la faim pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il sera basé ici même à Abidjan. Notez que la cérémonie de signature a eu lieu en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Le compte-rendu de Viviane Aïma. La signature ce vendredi 5 octobre 2018 à la primature par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le directeur régional du PAM, Abdou Dieng, du mémorandum d'entente portant création du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition en Afrique de l'Ouest et du Centre, est un acte fondateur porteur de très grands espoirs de vaincre enfin la faim et la malnutrition qui gagnent du terrain en Afrique. 222 millions de personnes sont en état de sous-alimentation aujourd'hui sur le continent au sud du Sahara. Quelle solution? La création d'un centre d'excellence contre la faim et la malnutrition facilitera de l'avis des spécialistes le partage de connaissances et d'expériences entre pays pour améliorer la sécurité alimentaire. Selon la représentante du Programme alimentaire mondial en Côte d'Ivoire, Dr Adeyanka Badejo, et le coordonnateur du secrétariat technique permanent du Conseil national pour la nutrition, Dr Ngoran Patricia, qui ont fait une co-présentation du centre qui verra le jour. De bonnes pratiques en matière agricole existent dans de nombreux pays en Afrique. Le centre d'excellence permettra de les véhiculer. Le centre d'excellence sera basé à Abidjan. Concernant son fonctionnement, le coordonnateur résident du système des Nations Unies a donné quelques précisions. Le centre s'appuiera sur les réseaux régionaux existants dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition et mobilisera également les acteurs de la société civile, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, la communauté scientifique, les universités et les partenaires au développement. Le directeur régional du PAM, pour sa part, a félicité le gouvernement ivoirien qui s'engage par la signature du mémorandum à accueillir le centre d'excellence et à pourvoir financièrement à son fonctionnement. Je souhaiterais saluer l'engagement fort pris par le gouvernement ivoirien dans la lutte contre la faim et toutes les formes de malnutrition. J'aimerais réaffirmer la détermination et l'engagement du Programme alimentaire mondial pour accompagner ces efforts et assurer le succès et la pérennité de ce centre d'excellence. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rappelé la volonté du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement de vaincre la pauvreté et la malnutrition en Côte d'Ivoire. Lors de son message à la nation le 6 août 2018, le président de la République a clairement affiché sa volonté d'accélérer l'action sociale du gouvernement dans l'optique d'une meilleure répartition des fruits de la croissance économique. C'est dans ce sens que le gouvernement, sous l'égide du Premier ministre, a élaboré un programme social multisectoriel 2018-2020, mieux ciblé d'un montant de 933,7 milliards de francs CFA, en vue de consolider rapidement les acquis. La lutte contre la faim et la malnutrition constitue une dimension importante de ce programme social dont la mise en œuvre bénéficiera à l'opérationnalisation du centre. Après le Brésil et la Chine,
L'Afrique a désormais son centre d'excellence contre la faim et la malnutrition, basé à Abidjan. Les enjeux de la mesure d'audience dans l'espace UEMOA et en Guinée. Thème du colloque international organisé par la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. La rencontre a réuni pendant 2 jours plusieurs experts du monde de l'audiovisuel. C'est ce que nous rapportent Christian Dago et Salima Toudia. Capter plus d'audience pour maximiser les revenus publicitaires, c'est l'objectif de tout média. Un enjeu qui a réuni à Abidjan plusieurs télévisions, radios et annonceurs de l'espace UEMOA en vue de déterminer des stratégies communes de réalisation des études d'audience susceptibles de générer des données fiables. Il existe des solutions technologiques qui permettent de mesurer avec une extrême précision les comportements d'audience de la télévision du public. Ces méthodes technologiques sont soit installées au domicile de foyers qui sont préalablement recrutés. Pour les mesures qui sont faites au domicile, il y a un certain nombre de techniques qui permettent de vérifier que les panélistes jouent correctement le jeu. Il y a des audits extérieurs qui peuvent être faits. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, a appelé annonceurs, opérateurs de chaînes publiques et privées à s'engager pour la mise en œuvre d'une médiamétrie dans l'espace UEMOA. Chacun est venu avec son expérience, chacun est venu avec ses textes en la matière, mais aussi avec des études préalablement effectuées. Mais nous nous sommes rendus compte que les préoccupations restent les mêmes. À la fin de ce colloque-là, nous allons en tirer des conclusions qui vont servir à chaque institution de régulation de voir comment, dans l'avenir, suivre la promotion de l'audiovisuel dans l'espace UEMOA. Une politique d'audience crédible réside selon les organisateurs dans le duo message mix média. Et la cible principale est constituée de femmes âgées de 25 à 34 ans. Les élections couplées municipales et régionales en Côte d'Ivoire sont prévues pour le 13 octobre prochain. Pour l'heure, à Abidjan comme dans les villes de l'intérieur, les campagnes battent leur plein. Et sur le terrain, les ONG œuvrant dans le domaine sont également très actives, ce pour un scrutin apaisé. Olivier Riebi et Alexis Oudraogo. Pour plusieurs Ivoiriens, élection rime quelque peu avec tension. Nous avons beaucoup souffert, on n'aimerait pas que ça se répète. Nous voulons que les choses se passent bien en Côte d'Ivoire parce que nous avons vécu des difficultés. Une situation qui interpelle les ONG locales et internationales, intervenant surtout dans le domaine des élections, à l'exemple du NDI. Nous considérons les élections locales à venir comme des élections importantes dans le cadre du renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous allons accompagner le processus électoral, notamment les élections de 2018, avec les partenaires de la société civile ivoirienne, avec les acteurs politiques et les institutions. WANEP a en charge la commune d'Abobo. Et à Bobo, nous allons rencontrer les populations. Nous allons leur expliquer pourquoi il est important qu'elles sortent massivement voter, pourquoi il est important qu'elles votent juste, qu'elles sachent comment voter et pourquoi il faut qu'elles votent dans la paix. Et pour faire des périodes électorales des moments de tranquillité, une arme, la sensibilisation. Sensibiliser acteurs du scrutin et population pour renforcer la cohésion sociale, mais aussi accroître le taux de participation. Les jeunes s'inscrivent de moins en moins sur la liste électorale. Donc pour nous, il était important qu'une campagne soit menée à leur endroit pour leur permettre de s'inscrire massivement. Cela a permis de rehausser légèrement le taux d'inscription des jeunes sur la liste électorale qui pour nous est importante. Nous sommes en train de mener une campagne de sensibilisation baptisée « Je suis ami de la République, je suis pour les élections municipales et régionales apaisées ». Éviter que ces élections soient entachées de violence. Après l'ouverture de la période des campagnes, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, à travers l'Observatoire de la Solidarité, s'invite sur les lieux de meeting. Objectif, veiller au bon ton. L'Observatoire a des moniteurs sur le terrain. Nous observons particulièrement les actions politiques dans le cadre du processus électoral. De façon générale, la plupart des têtes de liste, les candidats appellent à des élections pacifiques. Au niveau des partisans, nous constatons quand même certains écarts qui ne sont pas bien, notamment le fait de déchirer les affiches. Nous pouvons dire jusqu'à la date de ce jour qu'il n'y a pas eu
de violence extrême conduisant à des dégâts. À l'heure où les candidats affûtent leur stratégie, la société civile aussi, avec en tête le Forum des confessions religieuses, monte au créneau et appelle à plus de responsabilités. À l'issue du scrutin du 13 octobre 2018, que les vainqueurs aient le triomphe modeste, que les vaincus tirent leçon de leur défaite en ne privilégiant que la paix, rien que la paix pour l'intérêt de la nation ivoirienne. Nous a laissé une seule religion, la paix. Pratiquons-la durant les journées de campagne et de vote. Les hommes montrés sont aussi la cible de ces campagnes. La coordination africaine des droits de l'homme s'attaque à la Grande Muette. Qu'il est de la préoccupation toujours de la CADA de doter les soldats d'instruments nécessaires qui leur permettent d'éviter autant que possible la violation des droits humains et des libertés publiques dans l'exercice ou à l'occasion de leur travail et surtout en période électorale et post-électorale. Le 27 septembre dernier, à minuit, la campagne pour les élections couplées du 13 octobre a ouvert ses portes. Le fair-play pour la préservation de la cohésion sociale doit être de rigueur. Et pour renforcer le dispositif sécuritaire sur l'ensemble du territoire en cette période électorale, la police nationale a lancé hier, jeudi, l'opération Épervier 4, une opération qui vise à lutter, entre autres, contre l'insécurité, l'incivisme et la criminalité. Olivier Iriebi, Godefroy Okombawa. Après l'opération Vacances sécurisées 3 qui a pris fin le 11 septembre dernier, le bouclier de sécurisation du territoire national se remet en marche. Place désormais à l'opération Épervier 4. Lancée ce jeudi par la police nationale, elle s'étend jusqu'aux portes des vacances scolaires 2019. Cette opération vise principalement à sécuriser les élections locales et les fêtes de fin d'année. L'opération Épervier 4, dont le lancement a lieu ce jour, vise à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, lutter contre les incivilités, les installations anarchiques des gares routières, la prolifération des fumoirs, lutter contre le trafic illicite des drogues et stupéfiants, lutter contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi, rechercher et démanteler les gangs armés et autres bandits pour les conduire devant le parquet. Chers collaborateurs, je vous engage à travailler avec professionnalisme, à faire preuve de courtoisie, de rigueur, de veiller à renforcer la confiance police-population. L'opération va durer environ 8 mois sur l'ensemble du territoire national. Les forces armées, la police, le CCDO et la gendarmerie sont engagés pour la bonne marche de Épervier 4. Pour rappel, l'opération Vacances sécurisées menée par la police nationale à l'occasion des vacances scolaires 2017-2018 a permis la destruction de 295 fumoirs, la saisie de 14 armes à feu, de 412 armes blanches, de 517 munitions, l'interpellation et le déferment de 408 personnes devant les juridictions pénales. On sera à présent à Yamoussoukro où on a parlé ce week-end des alliances interethniques et autres mécanismes traditionnels de prévention et de résolution de conflits, des mécanismes qui consolident la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. On y va tout de suite, on en parle avec Soro Corona. Les alliances interethniques et autres mécanismes traditionnels de prévention et de résolution de conflits, éléments culturels de consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ces éléments importants du patrimoine culturel immatériel de la Côte d'Ivoire sont peu connus de la jeunesse ivoirienne. Depuis 1999, des travaux de recherche et d'inventaire sur les alliances interethniques et autres mécanismes traditionnels de prévention et de résolution du conflit sont effectués sur le terrain. L'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en collaboration avec le PNUD et l'UNICEF, a rendu public les résultats de cet inventaire à Yamoussoukro. Nous avons lancé cette étude qui a permis d'inventorier l'ensemble des pratiques traditionnelles en matière d'alliances interethniques et de voir comment, avec le ministère de la Culture, le système des Nations Unies peut utiliser les messages qui sont sortis de cette étude pour promouvoir la paix à travers la sensibilisation, l'information et avoir davantage de personnes
personnes qui adhèrent à cela. Cet atelier a réuni plusieurs chercheurs et experts. Au thème des travaux, des perspectives ont été dégagées pour les missions à venir. La création de centres pilotes de valorisation des alliances interethniques, la sensibilisation par les médias, une intensification de la recherche scientifique sur les alliances interethniques et enfin l'extension de l'inventaire des alliances interethniques à tout le pays. Pacte de non-agression signé entre les ancêtres des différents peuples de Côte d'Ivoire, les alliances interethniques mettent un accent particulier sur les plaisanteries et permettent de maintenir la paix et la cohésion sociale. Voilà, l'UNESCO qui fait donc la promotion des alliances interethniques et autres mécanismes traditionnels pour consolider la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Un mort et un disparu, c'est le bilan du drame survenu hier jeudi sur le pont de Gaulle. Une fourgonnette a fini sa course dans la lagune ébriée. Après de longues heures de recherche, l'épave a été retirée des eaux par les sapeurs-pompiers militaires. On fait le point avec Guillaume Zéré et Sylvie Touré. Ces images sont celles de l'une des caméras de surveillance du pont des Gaules. 15h14, une fourgonnette fait une sortie de route, percute les barrières métalliques de sécurité avant de plonger dans la lagune. Quelques minutes après le drame, les forces de police et les sapeurs-pompiers militaires sont sur les lieux pour tenter de sauver les éventuelles victimes. Les recherches se poursuivent jusqu'à tard dans la nuit et sur le coup de minuit, le véhicule est entièrement sorti de l'eau. Les informations contradictoires nous faisaient penser soit à un mini-car de transport, un Baka, ou bien un véhicule, une camionnette. Donc on ne savait pas trop à quoi on s'attendait. Mais certaines recherches nous ont permis de retrouver vraiment le type de véhicule par les caméras de vidéosurveillance. Donc on était assuré qu'il s'agissait d'une fourgonnette. Maintenant, le nombre de personnes à l'intérieur, on n'avait aucune information là-dessus. Les recherches se sont poursuivies, mais on a pu localiser l'épave. Une fois l'épave localisée, un corps a été trouvé dedans, mais il était coincé. Donc il s'agit maintenant de faire sortir le véhicule avec le corps à l'intérieur. C'est ce qu'on vient de faire. Et selon les dernières informations que nous avons eues de quelqu'un qui connaît le propriétaire du véhicule, il y aurait au départ du véhicule 2 personnes. Donc il se pourrait qu'un deuxième corps soit retrouvé d'ici quelques jours, quelque part sur le plan d'eau. Pour cette opération qui a duré 9 heures, ce sont une centaine de personnes et des renforts civils qui ont été mobilisés. Dans cette lagune ébriée bien trouble, la manœuvre n'a pas été de tout repos. L'opération était très difficile à cause d'abord de la visibilité dans la lagune qui est nulle. On ne voit pas à 2 cm. Et ensuite, le courant. Le courant est très fort dans la lagune. On ne l'imagine pas, mais il est très fort. Donc ces 2 facteurs-là ont rendu l'opération très délicate. Un corps repêché, identifié comme étant l'apprenti. Le chauffeur de la fourgonnette reste introuvable. L'enquête ouverte s'attellera à trouver la cause de ce drame qui s'est produit là où le 10 juin 2016, un camion de ramassage d'ordures avait plongé, faisant un mort et un disparu également. Un insecte menace la production de maraîchers en Côte d'Ivoire. Tuta absoluta ou encore mineuse de tomates est un insecte vecteur de maladies virales qui fait ravage en ce moment. Pour y faire face, bien chercheurs internationaux et nationaux sont en ce moment en conclave à Adiopodoumé. C'est en 2016 que la maladie est apparue sur des parcelles de tomates d'environ 15 hectares à Béoukro, dans le département de Bouaki. Cette maladie, baptisée la mineuse de tomates, se manifeste par des jaunissements de feuilles et des plants grillés. Elle est provoquée par des chenilles appartenant à une espèce de papillon appelée Tuta absoluta, originaire d'Amérique du Sud. À Diebonois, la mineuse de tomates a causé d'importants dégâts. Joël Ngoran Kwadjo fait partie des premières victimes. Ça a pesé tous sur nous, avec tous les producteurs de tomates d'Indjobouno. Ça fait que l'année 2016, tout notre moyen qu'on avait mis dans notre champ, tout est parti.
Malgré l'utilisation des produits chimiques sur les périmètres maraîchers, les pertes de récoltes se situent entre 67 et 71%. Le gouvernement a pris des mesures qui ont permis de traiter les parcelles attaquées. Pourtant, les chenilles continuent de se faire toujours menaçantes. Cette année 2018, en février, j'ai été victime encore parce qu'à chaque fois qu'on traite des produits, nous, vraiment, ça joue sur notre santé. Donc, j'essaie de maintenir un peu pour dire que non, cette semaine, je ne vais pas traiter comme je dois faire la récolte après 2 jours. Je vais attendre, si on finit de faire la récolte, je vais traiter. Mais je vais pas connaître les insectes. Cette rencontre qui se tient à Adiopodoumé regroupe donc chercheurs et techniciens et vise à mettre en place un système de veille et d'alerte en vue de lutter contre l'espèce Tuta absoluta, reconnue comme ravageur extrêmement nuisible pour la tomate. Nous allons utiliser ce qu'on appelle la technique de lutte physique, c'est-à-dire on va mettre en place des tunnels pour protéger complètement la culture de la tomate. Cet insecte nouveau a aussi des ennemis. Donc nous allons faire la promotion des ennemis du ravageur pour combattre le ravageur lui-même. En Côte d'Ivoire, le Gontougo, le Bélier, le Gbeke et le Grand Nord constituent les principales zones de production de la tomate fraîche. Réduire les menaces environnementales liées à la pollution atmosphérique, ce grâce à un plan d'action concerté. C'est l'objectif de la réunion des États membres de la CEDEAO et leurs partenaires techniques. Réunion qui se tient ici même à Abidjan. On en parle avec Didier Nguessan et Salimatou Dia. Définir un plan d'action et une feuille de route pour appliquer l'accord d'Abidjan sur l'amélioration de la qualité de l'air. Voici l'objectif qui réunit à Abidjan plusieurs spécialistes de l'environnement venus de la CEDEAO. Ce plan d'action devra, mesdames et messieurs, intégrer la nécessité de la prise en compte des avantages mutuels de la réduction de la pollution atmosphérique dans tous les secteurs de l'économie. Pour une réduction des gaz à effet de serre. L'accord d'Abidjan de 2009 porte sur la réduction des dépenses énergétiques et du soufre dans le carburant, de même que les polluants issus du transport. 9 ans plus tard, le bilan, les contraintes et les opportunités de financement de cet accord s'imposent. Aujourd'hui, plus que jamais, le recentrage de nos actions en tenant compte des dites opportunités s'impose à nous si nous voulons atteindre des objectifs réalistes et concrets qui impactent positivement sur la qualité de vie de nos concitoyens. En novembre 2017, un plan de gestion des déchets dangereux et des produits chimiques a été validé ici même à Abidjan. Ce plan sera soumis en décembre prochain aux organes statutaires, en l'occurrence le Conseil des ministres et le sommet des chefs d'État de la CEDEAO. La pollution de l'air provoque chaque année 7 millions de décès dans le monde selon l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement. Un mouvement de grève observé depuis quelques jours maintenant à la SOGB, la société de caoutchouc de Grand Bérébi. La société compte près de 6 000 travailleurs. Sam Konan, notre correspondant sur place, on a interrogé donc quelques-uns pour en savoir davantage sur la situation. Des véhicules chargés de caoutchouc naturel stationnés, des travailleurs manifestant leur colère, les usines et bureaux fermés. Telle est la situation depuis le mardi 2 octobre 2018 à la SOGB. Normalement, notre salaire de base c'est 92 000 qu'on devait recevoir, mais on nous fait croire que c'est 36 000. Le travail est dur, mais ce que nous recevons chaque fin du mois, c'est pénible. Voilà, comment tu peux faire 20 jours de travail et à la fin, tu te retrouves avec une somme de 10 000 francs. Nous sommes dans le secteur agricole donc soumis au SMAG. Les ouvriers dont il est question ici sont à la 3e catégorie et la grille conventionnelle dit qu'ils ont un salaire de base de 919 francs CFA, donc environ un salaire de base de 22 000 par mois. Nous faisons mieux que ça. Nous avons un salaire de base de la 3e catégorie qui va de 42 000 à 54 000. Je parle bien de salaire de base. Et donc, en ajoutant les autres primes, on se retrouve quand même à environ une moyenne de 92 000 et 91 000. On a intoxiqué les travailleurs en leur faisant croire que les 91 000 et 92 000 constituent les salaires de base, ce qui est archi faux. Aucune entreprise agricole ne peut payer à ce niveau-là. Ce mouvement de grève a coûté le poste à certains des mineurs. Des papiers de licenciement que la SOGB m'a envoyé parce que je revendique mon droit, mon salaire.
que je revendique, la CEV m'a envoyé un papier de licenciement pour me licencier parce que je réclame le droit de tout le monde. Nous avons malheureusement dû licencier tous ceux qui ont été à l'origine de la grève illégale et tous ceux également qui ont perpétré des actes de menaces et de violence vis-à-vis des travailleurs qui voulaient recommencer à travailler. Les forces de défense et de sécurité ont été déployées sur le site et les autorités préfectorales poursuivent la médiation pour ramener le calme et la reprise des activités. La Fondation Friedrich Naumann célèbre ses 60 ans d'existence. Sachez que l'organisation œuvre à la promotion de la liberté, de la dignité humaine et de la paix dans le monde. La Fondation allemande Friedrich Naumann célèbre 60 ans d'existence dans le monde. Elle a été fondée en 1958 en Allemagne par le premier président de la République fédérale allemande, Theodor Heuss. La Fondation a pour vocation de promouvoir les libertés individuelles et la libéralisation. Nos perspectives, c'est financer davantage les thématiques comme le numérique, financer davantage les thématiques comme la formation politique des jeunes, parce que nous comprenons que l'Afrique, à près de 3/3 sont jeunes et ont besoin de formation pour prendre en compte effectivement les défis du développement. La Fondation Friedrich Naumann a mené des actions dont la formation des journalistes, des programmes sur l'entrepreneuriat, mais surtout, elle s'est axée sur la formation politique des jeunes en Afrique. Pour cela, elle offre des bourses de formation politique en Allemagne. Certains ministres ivoiriens en ont bénéficié, notamment le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Pour bénéficier de ces offres, il faut être membre d'un parti politique ou d'une association. Visitez la page officielle de la Fondation et s'inscrire aux offres publiées sur cette page. Parler d'aujourd'hui des 60e anniversaire de la Fondation, c'est parler de 60 années au service de l'humanité, et pas de l'Allemagne seulement, mais de tout le monde entier. La Fondation Friedrich Naumann existe dans 60 pays. Sa première installation en Côte d'Ivoire date de 1980. La Fondation souhaite apporter davantage de financement à certains partis politiques dans le cadre de leur action en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Rosemont Kini et Patricia Oumou-Etia. Le prix Nobel de la paix 2018 attribué à Denis Mukwege, gynécologue congolais, et Nadia Mourad, militante irakienne. Leurs actions contre les crimes de guerre et autres violences sexuelles leur auront valu cette distinction. C'est donc avec les deux lauréats que l'on démarre ce soir notre tour de l'actualité internationale. L'un est gynécologue, le docteur Denis Mukwege, 63 ans, est connu pour travailler sans relâche. Il repart depuis des années les femmes violées victimes des guerres oubliées dans l'est de la République démocratique du Congo. L'autre est une activiste des droits de l'homme issue de la communauté yézidi, Nadia Mourad. Ces deux personnalités ont reçu le prix Nobel de la paix ce vendredi. Un prix qui vient récompenser leurs efforts pour mettre fin à l'utilisation des violences sexuelles comme armes de guerre et de conflit. Une nouvelle attaque sanglante a eu lieu au Burkina Faso. Jeudi, en fin de journée, un véhicule militaire a sauté sur un engin explosif artisanal à l'est du pays. L'explosion de l'engin a occasionné la mort de 6 soldats selon les sources sécuritaires. Le Burkina Faso, depuis 2015, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières qui ont coûté la vie de plus de 20 personnes. Personnalités, hommes politiques, hommes du monde culturel, autorités arméniennes, admirateurs et proches de Charles Aznavour étaient présents ce vendredi matin dans la cour des Invalides en France pour un hommage national. Décédé le 1er octobre dernier à l'âge de 94 ans, cet artiste d'origine arménienne, monument de la chanson française, a bercé des générations pendant une carrière longue de 70 ans. Il sera inhumé demain samedi dans la plus stricte intimité familiale à Montfort, Lamourie, en France. On faisait le point avec Ahmed Traoré et Sidonie Davila. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.